Ok, donc but du jeu, là, maintenant, c'est de brainstormer pour trouver où on va faire la deuxième émission des quartiers. Ça peut être un village, ça peut être une petite ville, ça peut être un quartier, bien sûr. Okay. Donc, je ne sais pas si vous avez trouvé des trucs. Bah, y a différentes choses. Je pensais, moi, à Chambord. Alors, pas le château, parce qu'on connaît mais la ville, on la connaît pas, la ville de Chambord. C'est vrai qu'on ne connaît pas trop la ville de Chambord, c'est une bonne idée. Moi, je m'étais dit Richelieu aussi, ça peut être... Attends. Ah, c'est Valérie à Blois. Ah, cool. Oui, allô, Émilie ? Bonjour, c'est Valérie de la Nouvelle République à Blois. Je me permets de te passer un petit coup de fil parce que j'ai vu votre dernière émission Rencontre en terre inconnue. Là, vous avez été sur le quartier du Sanitas. J'ai vraiment trouvé que le concept était sympa. Bah merci. Bah justement, tu vois, on est avec l'équipe et puis on est en train de chercher quel quartier ou quelle ville on va pouvoir explorer pour la deuxième émission. Ah ben voilà, donc j'ai le quartier qu'il te faut parce qu'à Blois, on a le quartier Blois-Vienne qui est vraiment un quartier qui monte en pleine mutation. Et puis je me rappelle que quand même TV Tour Val-de-Loire, c'est l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher. Donc je trouve que ce serait vraiment bien que vous veniez à Blois. Qu'est-ce que t'en penses ? En fait, moi j'arrête pas d'en entendre parler en ce moment. Je le propose à l'équipe, mais je pense que c'est le bon truc. Ok, à tout de suite. Ok, Blois-Vienne. Ah ouais, why not ? Tu connais ? Ah non, je connais pas du tout. Ben justement. Allez, bah ça c'est bon, c'est parti. Hop, ça c'est fait. Blois-Vienne. En route. On y va. Bon, ça y est, on est là. Pourquoi est-ce que tu as voulu qu'on vienne à Blois-Vienne pour faire cette deuxième émission ? Eh bien, j'ai voulu que vous veniez à Blois-Vienne parce que c'est un quartier vraiment en pleine renaissance aujourd'hui. Oh, très bien, la renaissance dans le Val-de-Loire. Oui, je me doutais que ça vous plairait. Et c'est un quartier vraiment qui bouge, qui a fait plein de travaux. Les travaux, c'est terminé aujourd'hui. C'est tout beau. Alors, je me suis dit qu'il fallait que vous veniez voir ça. Et je t'ai préparé, Émilie, un petit parcours pour ton équipe et toi. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Alors, je ne sais pas si vous avez le temps si vous avez un peu de temps à nous consacrer. Ah, mais bien sûr, on passe la journée ici. Vas-y, montre-moi. Voilà, ce que je te propose, je sais que tu aimes beaucoup les circuits courts, la proximité, la gastronomie. Donc là, tu vas trouver ton bonheur. Vraiment. Bien. On va où, par exemple ? Je te propose d'aller faire un petit tour à la charcuterie Bigre. Parce que c'est vraiment un endroit que les habitants adorent. C'est une des pépites du quartier en termes de commerce. C'est pas le seul commerce, bien sûr, mais il y en a beaucoup. De mon côté, j'irai sans doute faire un tour à la Creusille. Parce que la Creusille, c'est vraiment incontournable. C'est le quartier de la Loire, bien sûr. C'est le quartier de la Loire, c'est là où on prend le bateau. Et de ton côté, je pense que tu peux peut-être aller voir Christophe Hay à Fleur de Loire. C'est le chef 2 étoiles qui s'installe ici. C'est quand même pour dire l'attractivité aussi du quartier. Ça va être la nouvelle maison référence ici. Ah oui, bien sûr. Ça va faire venir les gens de loin ou de moins loin, évidemment. Bon, du coup, Émilie, t'as vu, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse 2 équipes pour voir le maximum de choses sur ce quartier. De mon côté, je pense que je vais aller voir Maison de Cuisine, le restaurant Brut qui a ouvert il n'y a pas longtemps. C'est un petit resto qui a un gros succès. Et je te propose peut-être de te renseigner un peu sur l'histoire locale avec un passionné. C'est ça, ok. Bah oui, très bonne idée. Du coup, on va faire 2 équipes tout de suite. Qui vient avec moi voir l'historien pour apprendre le début du quartier ? Ok. Qui va avec Valérie dans les petits restos ? Je vois l'ambiance. Toi, vous venez avec moi. Ça va pas vous faire de mal de vous cultiver un petit peu. Bon, bah à tout à l'heure. Bah à tout à l'heure. Allez, amuse-toi bien. Vienne, c'est le noyau initial de la ville de Blois, comme en témoignent les restes d'une ville gauloise et de son temple, découvert sous l'ancien hôpital psychiatrique. C'est aussi, historiquement, le plus grand faubourg de la ville et son entrée. Au Moyen-Âge, ce n'est pas un quartier de nobles, mais de commerçants. Bouchers, poissonniers et réparateurs de bateaux de Loire y sont nombreux. Malheureusement, il existe très peu d'iconographie du quartier qui, en plus d'être très populaire, offre les plus belles vues sur la ville. On voit donc beaucoup Blois de Vienne, mais jamais Vienne de Blois. Bonjour. Bonjour. Ouais, c'est beau. Merci Stéphanie de nous accueillir dans votre galerie. C'est gentil. Et voilà mon Bruno. Bruno, c'est vous qui allez nous raconter l'histoire du quartier. On va peut-être se faire un petit tour dans la galerie, on en profite. Pas de problème. Et comme ça, on se raconte. Ah, c'est super joli. Mais alors, expliquez-moi, Bruno, pourquoi ce quartier qui était très vivant, un quartier de maraîchers, un quartier de commerçants, finalement, va subir un déclin à partir du XVIIIe ? Bien, parce qu'au XVIIIe siècle, la route de poste qui arrivait à Blois par la rive gauche
va passer sur la rive droite. D'accord. Et donc, plus de trafic, plus d'auberges, et donc ça commence à décliner. Ajoutez à ça plusieurs autres facteurs, l'implantation de l'hôpital général, avec une population de malades, de pauvres gens. Okay. Puis, dans les années 1970, un hôpital psychiatrique avec une population de malades mentaux, mais en semi-liberté. Ajoutez à ça quelques établissements un peu malfamés, dont un cinéma qui passe des films... un peu voilà, c'est ça. D'accord. Quelques boîtes de nuit pas trop bien fréquentées, voilà. Plus un seul pont entre la ville et le faubourg. Donc des difficultés de communication. Certains jours, il faut une demi-heure pour passer le pont. D'accord. Donc si on n'a pas de raison d'aller en Vienne, on n'y va pas. On n'y va pas, Voilà. c'est ça. Mais alors justement, vous dites en Vienne, en plus j'aime bien. Est-ce que vous connaissez l'origine du nom de ce quartier? Alors Vienne, bien sûr, ça vient de Insula Evena. C'est comme ça qu'on a la première mention du lieu. Mais après, Evena, on ne sait pas d'où ça vient. Et Insula, moi j'ai fait un petit peu de latin à l'école, ça veut dire île, c'était Ça une veut île dire aussi. île. Alors, on l'a longtemps cru. Et on l'a même expliqué, on a même montré des cartes. Géologiquement parlant, c'est faux. Vienne n'a jamais été une île. Vienne n'est une île que lorsque la Loire déborde. La Loire ou le Cosson. On l'a vu en 2016, D'accord. lorsque le Cosson a débordé. Ben, Ouais. Vienne, effectivement, était devenue une île. Il n'y avait plus de communication. Donc toutes les cartes qu'on voit, qui nous montrent Insula Evena avec, comme si c'était une île, c'est des fausses cartes? C'est des fausses cartes, absolument. On nous ment. On nous ment, toujours. Alors, comment notre quartier Vienne redevient à la mode, voire maintenant pratiquement the place to be? Alors, the place to be, parce que d'abord, il y a d'autres ponts. Donc, on va beaucoup plus facilement en Vienne. D'accord. Et du coup, Un peu comme on y va plus désenclavé. facilement, il y a des nouveaux quartiers qui apparaissent. Donc, nouveaux quartiers, nouvelle population. En même temps, on redécouvre les maisons anciennes. Le fait qu'il n'y ait plus ni d'hôpital général, ni d'hôpital psychiatrique fait perdre au quartier ce côté un peu populaire, un peu peuple qui pouvait gêner certaines personnes. Et donc, du coup, on se réapproprie Vienne. Il y a des nouveaux commerces qui arrivent, notamment une excellente charcuterie. Oui. Voilà. Il faut qu'on y aille à la charcuterie Bigre. Absolument. Et puis, très bientôt, un hôtel 5 étoiles, donc qui effectivement redore un peu le blason du quartier. En tout cas, lui fait vraiment changer sa physionomie. C'est ça, parce qu'on a un renouveau finalement des enseignes qui se fait depuis plusieurs années. Ici, c'en est un exemple. Hein. Et voilà, l'ancien cinéma Wilson qui devient une galerie d'art. Ça, c'était tout à fait inattendu et peut-être même inespéré pour Vienne. Galerie d'art, je crois, associative et Absolument. inclusive Tout en à fait. plus. Quel est votre petit coin préféré à vous qui connaissez très bien le quartier Vienne? Alors Vienne, c'est un quartier de sentiers. Ça reste encore un quartier rural. Et se perdre dans tous les petits sentiers, et il y a plein de surprises à découvrir. Ah oui, tout à fait. Donc il y a plein de choses à faire, plein de balades, de sentiers. Mais je crois que c'est aussi un quartier historiquement de sport, de loisirs, c'est ça? Oui, au XVIe siècle, on a plusieurs jeux de paume. Donc on vient jouer à la paume, c'est-à-dire au tennis, Oui, bien sûr. en Vienne. Il y a eu longtemps un stade vélodrome. Maintenant, il y a la piscine aglo, il y a les cours de tennis. Et puis, juste avant la guerre de 14, je vous l'ai apporté, il y a eu une piste de patin à roulettes, un skating, ça s'appelait déjà comme ça. Un skating ring. Un skating ring pour patin à roulettes fonctionne tous les jours de 9h du matin à minuit. Les leçons sont gratuites. Ça c'est veut dire étonnant quand même. avant la Première Guerre, on Avant faisait la du patin Première à Guerre roulettes. mondiale. Ouais. C'est incroyable. Ça, c'est une super anecdote. Mais il est beau, ce livre. Je vous le donne. Mais il y a marqué Bruno Guignard. Ça, c'est votre bébé. Bah oui. C'est ça. Regardez-moi ça. Là, on apprend plein de choses sur Blois Vienne. Bon, on va suivre votre conseil. Du coup, cher Bruno, on a prévu de se balader toute la journée sur le quartier. Merci de nous avoir appris autant de choses. Merci de m'avoir invité. Et à bientôt. Dans le quartier, les gourmands ont une nouvelle adresse. Son nom, Brut. Après une expérience dans des restaurants étoilés, les gérants ont ouvert cette table avec un objectif, le circuit ultra court. Waouh, c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Donc l'idée, Valérie, c'est de commencer donc avec cet artichaut, de commencer par les feuilles à tremper avec la mayonnaise végétale et de finir avec cette petite salade de haricots rouges avec oignons frits. Excellent. Et alors là, on n'est pas comme à la maison parce que vous appelez Brut maison de cuisine, mais là, c'est quand même vraiment mieux qu'à la maison. Mais vous avez tenu à appeler votre restaurant, ce n'est pas un restaurant. Pourquoi? Alors nous, on est une maison de cuisine, parce que déjà, on veut s'affranchir des étiquettes, en fait, de bistrot, de bistronomique, de brasserie. On préfère laisser les clients juger par eux-mêmes. Si pour eux, on a un bistrot, on a un bistrot. Si pour eux, on a un gastronomique, on a un gastronomique. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Donc c'est pas un restaurant comme les autres,
Vous cuisinez beaucoup le végétal, mais pas n'importe quel végétal. Vous choisissez du végétal qui vient en circuit court en particulier, voire uniquement... Oui, l'idée c'est vraiment d'être au maximum locavore. J'adore travailler le légume dans son entièreté et d'aller chercher le maximum de ce qu'il peut donner. Et l'idée, oui, c'est de travailler vraiment que sur du légume local, de saison. Pour moi, c'est normal. Pas d'avocat, pas de banane, pas de choses qui viennent... Pas d'avocat, ouais, de par l'empreinte carbone. Et puis, si on veut manger un avocat, on va en Amérique du Sud. Il est très bien là-bas, laissons-le où il est. Nous, l'idée, c'est de travailler, de mettre en valeur nos producteurs locaux qui souffrent actuellement. Donc, et puis, d'avoir cette idée de monoproduits aussi dans la scène. Et justement, il y a plein de producteurs locaux ici et on va aller chez Harry, un des maraîchers de Blois-Vienne qui nous attend. Alors nous voilà au milieu du maraîchage chez vous, Harry. Parlez-moi un petit peu de cette terre. On est dans le lit de la Loire. C'est une terre de maraîchage. C'est une terre à maraîcher, comme on le dit. Et c'est une terre c'est une terre sableuse et limoneuse. Mais par contre, elle a très peu d'argile. Et donc, elle retient très difficilement l'eau et les nutriments qu'on peut lui apporter. Mais en termes de travail, c'est une terre qui se travaille assez facilement. De plus, on est vraiment dans le lit de la Loire, donc on a des sédiments, on a pas mal de choses qui sont bons pour nos légumes. Moi, depuis que je suis arrivé ici en 2018, je n'ai que des bons résultats avec cette terre, des carottes, des carottes magnifiques, des poivrons qui, je ne vais pas dire qu'ils poussent tout seuls, mais qui ne demandent pas grand-chose pour pouvoir pousser. Et vous avez cherché à vous installer à Blois-Vienne. C'était une terre d'accueil pour le maraîchage. Mais effectivement, dans ma recherche et dans toutes les propositions de terrain qu'on m'a faites, effectivement, Blois-Vienne, c'est ce qui a retenu mon attention. Notamment parce que ces terres-là appartenaient déjà à des maraîchers et donc la ville de Blois n'a fait que redonner à l'agriculture ce qui, entre guillemets, appartenait déjà à l'agriculture. Et vous cherchiez aussi à être en périurbain, à être proche de la ville. Je voulais être aux portes de la ville de Blois et pas me retrouver un agriculteur dans les fins fonds des terres et être obligé de faire des allers-retours avec mon véhicule pour pouvoir vendre mes légumes. Harry, vous avez fait le choix de commercialiser vos légumes avec des paniers, mais depuis quelques semaines, quelques mois, vous faites aussi de la vente directe à la ferme. Racontez-nous un petit peu pourquoi cette évolution. Alors effectivement, lorsque je me suis lancé dans cette aventure, j'ai opté d'abord pour les paniers, parce que je voulais rendre service à la population de travailleurs. J'en faisais partie moi-même. Et les gens sont beaucoup au travail et ils ont très peu le temps d'aller chez les producteurs. Et donc moi, ce que je voulais faire, c'est apporter ce service de la livraison des paniers au pied du bureau. Donc avec un système très simple, avec ou sans abonnement. Et donc les gens passent leurs commandes et je livre sur les différents points de travail. Et tout a évolué. Voilà, ça a évolué. Le Covid est passé par là. Le télétravail est devenu, entre guillemets, pendant quelque temps, la norme. Et donc, il fallait repenser l'entreprise. Et donc, on est parti sur de la vente directement à la ferme. Donc avec 2 jours, le mardi et le vendredi après-midi. Et aussi, depuis le mois d'avril dernier, on est place Louis XII sur le marché tous les samedis matins. Et à chaque fois, vous présentez vos légumes et vous êtes un peu un passionné de légumes. Vous aimez bien faire découvrir des choses particulières. Non seulement, oui, un passionné de légumes, oui, parce que chaque légume a une histoire. On pourrait raconter l'histoire du chou pointu. Et c'est un chou qui arrive en saison tout juste au printemps. Et par rapport à un chou normal, un chou cabu rond, blanc ou rouge, celui-ci se mange cru.
Et voilà, c'est un mets délicieux et qui annonce l'été très, très, très bien. Les radis aussi, souvent on me dit « Ah oui, mais moi, les radis que je mange, les radis piquent, etc. » Donc j'explique aux clients un radis qui pique, c'est un radis qui n'a pas été arrosé. Un radis filandreux, c'est un radis qui a pris trop de soleil. Et là, en ce moment, on en a beaucoup. Et donc voilà, il y a toute une méthode pour pouvoir conduire ces cultures. Ouais, je suis un passionné, ouais, mais ils ont une histoire à raconter. C'est pas des légumes qui, on fait pas pousser des légumes pour faire pousser des légumes. Non seulement ils ont une histoire à raconter sur l'exploitation, mais en plus ils ont des histoires à raconter dans les assiettes. Nous, on va aller rendre visite au dernier habitant arrivé dans le quartier. Il a suivi les conseils de Bruno Guignard, il a acheté une petite maison qui avait du cachet, il l'a rénovée, et voilà, Fleur de Loire chez Christophe Hay, un hôtel luxueux 5 étoiles de 44 chambres, 2 restaurants, un spa et un kiosque à pâtisserie. Quelle vue de dingue! C'est fou, hein? Merci de nous accueillir alors que je sais que vous êtes en plein de fin de travaux. Fleur de Loire, c'est le projet d'une vie. Pour toi, tu as coutume de le dire. Pourquoi est-ce que tu as voulu l'installer dans ce quartier Blois-Vienne? Alors déjà, il nous reste, tu vois, une semaine de travaux, donc là, ça s'active à fond. Ouais. Blois-Vienne, en fait, c'est un quartier historique pour nous, puisque finalement, c'était un quartier avec plein de petites maisons de pêcheurs, des maisons de maraîchage, et des maisons surtout qui étaient là pour faire que la Loire, en fait, soit... accessible, et puis que voilà, c'était le quartier ouvert sur la Loire avec les gens qui travaillaient dessus. Il y avait tout le travail qui était là. Et en fait, toutes les maisons d'habitation étaient de l'autre côté. Donc Blois-Vienne, finalement, c'est cette jolie vue sur la ville de Blois et tu vois comme c'est beau. Tu as le pont, tu as tous les bâtiments historiques et tu as surtout ce château qui est juste en face de nous. Je comprends que tu aies voulu t'installer là, du coup. L'idée avec Fleur de Loire, c'est de faire venir une clientèle qui va venir de loin, mais pas que, on attend les Blésois aussi. Hein. C'est hyper important pour moi, en fait, finalement, puisque tu sais que ça a toujours été ma priorité, c'était les locaux et la région centre. Et ce qui, moi, me rend et m'émerveille aujourd'hui, c'est que finalement, ce bâtiment, on voit qu'il il a une importance, il a une histoire. Il est assez imposant finalement puisque c'est 5000 mètres carrés. Mais en fait, j'ai créé ces jardins devant Fleur de Loire pour reprendre justement les grèves de la Loire et qu'on se sente bien. Donc ce qu'on a envie, c'est juste de pousser les portes, de rentrer dedans. Et ensuite, on va découvrir les pôles comme ça. Donc il y a le kiosque à pâtisserie, qui est pour moi aussi une possibilité de rentrer dans un lieu et de démarrer avec une pâtisserie qui va être à 6 €. Donc tu vois, c'est quand même accessible. Ouais. Et ensuite, 2 pôles de restauration. Je voulais absolument que Fleur de Loire, ça soit un endroit de gastronomie. Donc on aura le restaurant Christophe Hay et le restaurant Amour Blanc où on est ici avec cette vue superbe. C'est ça. L'Amour Blanc, c'est un poisson emblématique en fait, qu'on pêche en Loire et qui est de la même famille que la carpe. Avec ces écailles un peu nacrées qui sont magnifiques. Et tu retrouves tes poissons de Loire que tu aimes tant. Et oui. Et ensuite, donc, on a ce spa Sisley qui sera aussi ouvert, bien entendu, à la clientèle locale. Et on voit qu'il y a un vrai engouement également sur la partie hôtelière. Parce que les locaux ont envie de découvrir ce lieu et également sur le couchage. Tu m'étonnes. On va se revoir vite. Donc, nous, là, on a rendez-vous à la Bouillie. Est-ce que tu peux me dire par où il faut qu'on passe pour y aller? Ça tombe bien parce que je pense qu'il y a des choses sympas sur le départ de la Bouillie qu'il faut que je te montre. Ça sent la petite surprise. Qu'est-ce que c'est que cette surprise alors? Là, on est sur le départ du passage de la Bouillie. Ok. Et pour le coup, sur cette parcelle, on a fait un conservatoire de l'asperge. L'idée, c'était d'aller recenser en fait toutes les variétés possibles. Donc, on a 50 variétés différentes. On les a mis en place cette année et normalement, on devrait pouvoir commencer à en récolter l'année prochaine. Attends, je me baisse parce que ça, c'est un bébé asperge. Ça, c'est un bébé asperge. Et donc l'année prochaine, tu auras 50 variétés différentes que tu vas classifier, j'imagine, et qu'on va pouvoir redécouvrir, parce que c'est des variétés qui existaient dans le Blésois, je crois. Exactement. En fait, on a replanté des asperges dans le Val de Blois, puisqu'il n'y a plus du tout de producteurs dans le Val de Blois. Historiquement, il y en avait énormément, puisqu'on est vraiment sur des terres à asperges. Et pour le coup, c'est aussi sympa de pouvoir retrouver cette richesse. Génial, super. Merci beaucoup, Christophe, de nous avoir montré tout ça. Je te laisse parce que je sais que tu as plein de boulot, toi. Et puis, nous, on a rendez-vous avec Christophe Degruel à la Bouillie. À très bientôt, alors. À bientôt, merci. Salut. Et nous voilà
avec Christophe de Grual. Merci Président d'être avec nous sur cette si belle journée. Par contre, je ne comprends pas bien parce qu'on avait dit qu'on se retrouvait dans un lieu emblématique de la qualité de vie du quartier Blois-Vienne et vous m'amenez ici, il n'y a rien. Regardez Émilie, il n'y a rien. Vous voyez pas, c'est Central Park. Le Central Park, non pas de New York et de Manhattan, mais le Central Park de Blois-Vienne, le Central Park d'Aglopolis. Alors, je vais être un peu plus sérieux. Oui. Effectivement, on est dans un déversoir de Loire. Oui. Ça veut dire qu'en cas de crue, en réalité, la Loire, elle s'engouffre ici. Elle passe là, Elle d'accord. passe ici avec des flots très puissants qui risquent de menacer tout le quartier qui est devant nous, tout le quartier de Vienne, 5000 habitants. Et cette opération de la bouillie, au départ, c'est une opération unique en France, une opération de désurbanisation. On a donc été amené à détruire une centaine d'habitations pour protéger le quartier. Qui était en danger un peu, Eux étaient en danger, mais les 5000 habitants étaient encore plus en danger. Donc il a fallu faire les acquisitions foncières, il a fallu faire les acquisitions immobilières, il a fallu détruire les maisons, il a fallu que la nature reprenne tous ses droits. D'accord. Et on le voit. Et l'idée, c'est d'en faire ce qu'on appelle un PANU, un parc agricole naturel urbain, pour que la nature retrouve tous ses droits, que le fleuve soit naturellement en capacité de tranquillement s'écouler. S'il y a besoin, c'est ça. S'il y a besoin, en cas de crue centenale. Alors on a oublié, parce que la mémoire depuis la moitié du 19e siècle ne fonctionne plus. Il n'y a pas eu de grande crue centenale depuis cette époque. Donc là, on aura un parc à la croisée du quartier de Vienne, à Blois, et puis des communes de Saint-Gervais et de Vineuil. Donc un lieu de détente pour tous les habitants, un lieu emblématique qui sera aussi un élément de promotion touristique de notre belle destination. Ah oui, c'est attractif. Et puis, enfin, un cadre de vie exceptionnel pour les habitants. Mais il faut faire un petit effort. Je vous ai dit que c'était Central Park. On va dire qu'à partir de 4-5 ans, ça va commencer à prendre forme. C'est ça, il faut se projeter, mais on est dans une nouvelle dimension aussi, on conçoit l'urbanisme autrement, on arrête de contraindre la nature, on vit avec elle, on la redécouvre. Vous faites plein de choses d'ailleurs autour de la Loire, il y a les vues sur Loire, il y a plein de choses comme ça que vous mettez en place pour qu'on puisse se réapproprier un peu ce fleuve aussi. Ouais. Moi, je suis un fanat du paysage. Ouais. Je crois que l'une des richesses de notre territoire, c'est de magnifier le paysage, de magnifier la Loire et tout l'écosystème qui est autour. La Loire dans son lit majeur, dans son lit mineur, les coteaux de chaque côté, parce que les touristes viennent effectivement pour découvrir au départ nos châteaux, et puis ils sont charmés par la Loire à vélo, les balades en bateau, et on doit leur offrir un écrin extraordinaire. Je dis souvent qu'avec une région italienne dont nous sommes très proches, la Toscane, les touristes du monde entier, ils vont en Toscane pour les grands musées, les œuvres d'art et les paysages. Et bien nous, ici, dans le Val-de-Loire, on a nos châteaux, qui sont les musées de la Toscane, et notre paysage, nos jardins, doivent être à la hauteur de cette ambition. Et une dernière question, parce que là, on parle aussi de tourisme, mais pour les habitants, il y a aussi cette dimension éco-responsable que vous mettez en place ici avec la bouillie. Ça se traduit aussi dans la façon dont on rentre maintenant dans Vienne, ou on en ressort, comment on circule. Tout à fait, là, on est sur un ancien pont. Ouais, le pont des Chartrains. Le pont Chartrain, c'est ça, qui va très, très, très loin. Et puis, un petit peu plus loin, il y a l'ancienne ligne de tramway qui fonctionnait au milieu du 19e siècle. Et on est en train de réhabiliter ce qu'on appelle les mobilités douces. Évidemment, la marche à pied, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui. On a fait du vélo aussi. Le vélo, évidemment. Et puis, les balades en bord de Loire, les balades en bateau, le canoë-kayak. Les navettes électriques. Les navettes électriques et la navette, j'allais dire, qui irrigue le nord et le sud de l'agglomération, c'est-à-dire de vivre au rythme de la nature, de vivre au rythme de notre si beau fleuve. C'est ça, on vit bien à Blois-Vienne, c'est ce qu'on voit. Marc Ricourt, bonjour. Bonjour. Bon, je crois qu'on ne pouvait pas trouver plus bel endroit pour une interview. Absolument. Et en plus, vous pouvez garder un œil sur votre bureau, il est juste en face. Oui, donc j'ai la chance, comme tous les maires de Blois, d'être
sur ce patrimoine mondial de l'UNESCO, une vue sur la Loire dont les couleurs changent au fil de la journée selon le temps. Et d'ici, c'est la plus belle vue sur Blois. Et d'ici, c'est la plus belle vue sur Blois. Et c'est peut-être pour ça que dès votre arrivée à la mairie, vous avez voulu faire des gros investissements ici, à la Creuzique et dans ce quartier de Blois-Vienne. Absolument. J'ai pris mes fonctions en 2008 et dès le premier jour dans mon bureau, auprès de mon directeur des services techniques, je lui ai dit, voilà, il faut que nous fassions un investissement sur le port de la Creusie pour accompagner la démarche de classement au patrimoine mondial, pour faire en sorte que les habitants du territoire, de la ville en particulier, mais pas seulement, se réapproprient le patrimoine nigérien et que ce soit un élément d'animation, de regroupement de personnes. D'animation, de repos. On voit que ça marche bien. Voilà. On voit que ça marche bien. Ça, c'est des choses qui ont été mises en place en participation avec les habitants. Alors, ça fait partie, bien sûr, des initiatives des instances consultatives. Et ce sont les habitants qui, ici comme ailleurs, nous suggèrent des investissements pour contribuer à l'embellissement de la ville, au côté jovial. Et donc, c'était dans un projet participatif. Ah, vous partez du côté jovial. Il y a la guinguette qui est ici tous les étés. Et puis, l'une des spécificités de la Creusie, c'est de lancer un peu l'été, de lancer un peu les vacances avec la guinguette, le festival, un événement auquel que vous ne manquez jamais, qui est vraiment important pour le quartier. C'est un moment très très fort qui attire en moyenne 5000 visiteurs chaque soir sur une programmation musicale qui est portée par l'association La Maison de Bégon, à qui nous avons confié ce temps festivalier sur 5 jours et qui est le lien entre la fin de l'année scolaire, le début des vacances, le début du fort moment de la saison touristique. Donc on est sur quelque chose qui est aujourd'hui bien approprié par tous les habitants de l'agglomération et plus largement des touristes. Et les habitants ici, ils ont la possibilité de profiter des jeux pour les enfants par exemple et ils peuvent jouer à la pétanque. Alors aujourd'hui il fait un peu chaud, il n'y en a pas beaucoup, mais est-ce que ça vous dirait une petite partie de pétanque? Ah mais volontiers, alors j'ai pas souvent l'occasion d'y jouer mais... Eh bien profitons-en, prenons 2 minutes. Et comme le disait l'exprimé Fernandel dans sa chanson, une partie de pétanque, ça fait toujours plaisir. Exactement. J'ai apporté ce qu'il faut. Ah, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Alors, monsieur le maire, j'ai profité un peu quand même de... Je vous laisse tirer. Mais quand même, cette ambiance de village qu'on retrouve ici à Blois-Vienne, ça me fait penser que Blois-Vienne, c'est un peu la ville. C'est un peu la ville à la campagne ou la campagne à la ville. Et je pense que c'est pas mal. Excusez-moi. Je pense que les gens, en jouant à la pétanque ici, ils peuvent aussi penser que Blois-Vienne a des problèmes de village parfois, une ambiance de village et des problèmes de village. Et je voulais vous parler de la menace de fermeture du bureau de poste. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ? Qui m'inquiète, c'est quelque chose qui nous préoccupe à chaque fois qu'un service public, à vocation publique, disparaît. Alors, avec la Poste, ce n'est pas une disparition complète dans cette hypothèse, puisque c'est un transfert d'activité auprès notamment de commerçants qui accepteraient, notamment pour la gestion des colis, des envois, etc. Donc, mais on n'est plus sur l'offre bancaire qui disparaîtrait. Donc c'est dommage. Après, c'est l'avis des entreprises, mais nous n'apprécions pas cette démarche et j'en ai fait part donc aux responsables régionaux de la Poste. Mais au-delà de ça, les services sont nombreux dans le quartier. Au-delà de ça, on a la chance, et notamment avec l'impulsion nouvelle qui a été donnée par les réaménagements de l'axe central, de l'avenue Wilson jusqu'au pied du château, on a une réalité d'une dynamique commerciale, d'activité qui s'est développée depuis 4 ou 5 ans, confirmée par les acteurs économiques du secteur, et puis des projets qui vont amplifier cette dynamique. Des projets touristiques, il y a Fleur de Loire qui va ouvrir, qui ouvre, et puis il y a des projets touristiques qui sont liés à la Loire à vélo qui passe juste devant nous, et puis bien sûr... la batellerie. C'est la batellerie, bah justement, absolument. Si on allait faire un petit tour de bateau. Ah mais volontiers. Allez. On est vraiment bien quand même sur la Loire, ici sur le bateau de l'Observatoire.
J'ai envie de vous demander, monsieur le maire, est-ce que la vie à Blois-Vienne est un long fleuve tranquille? Il y a quelques problèmes d'insécurité, d'incivilité? En tout cas, comme malheureusement dans tous nos quartiers, dans tous nos villages, il peut y avoir des temps d'incivilité, de problématiques. Pour autant, la vie est qualitative et je crois que la meilleure démonstration, c'est la dynamique commerciale que j'ai évoquée, c'est la dynamique de projet avec le futur hôtel 5 étoiles et le restaurant étoilé. C'est aussi l'immobilier qui se porte très bien sur ce périmètre urbain. Avec un petit côté, le quartier se boboise, un petit côté rive gauche. C'est en effet l'intérêt de certaines catégories sociales plutôt, on va dire, de la classe moyenne supérieure qui depuis une quinzaine d'années font le choix de s'installer sur ce périmètre urbain. Et du coup, ça crée une belle mixité sociale. On a un bel exemple de ce que peut être la richesse d'une mixité sociale. Oui, car ça reste un quartier populaire. Et la ville accompagne les propriétaires aussi à contribuer à l'embellissement avec l'opération façade. À travers l'aide au ravalement de façade, avec un petit coup de pouce cette année sur l'amélioration énergétique pour les propriétaires concernés. Et ici, revenons à la Loire, c'est quand même la plus belle vue ici. On profite du pont Jacques-Gabriel, qui est mis aussi en valeur depuis peu. Finalement, c'est une des actions de la mise en lumière du pont Jacques-Gabriel. Mis en valeur par la mise en lumière, mais c'est quand même un ouvrage majestueux, sur une forme assez particulière et unique sur la Loire, et qui relie ces deux rives. Donc voilà, ça fait partie du patrimoine architectural historique de notre ville. Là, on voit Blois-Vienne aujourd'hui qui a bien changé et qui va sans doute encore continuer à changer. Comment vous voyez le quartier dans 4 à 5 ans ? Alors qui va changer avec une difficulté d'extension urbanistique, puisque nous sommes en zone de prévention des risques d'inondation, donc pratiquement plus aucune construction n'est possible. Mais pour autant, voilà, c'est dans l'amélioration des espaces publics, l'aménagement, les projets. Donc on considère nous que Blois-Vienne fait partie du centre-ville qui va de l'entrée de ville au sud jusqu'au quartier-gare. On est aujourd'hui dans une approche globale de ce périmètre de cœur d'agglomération. C'est the place to be et ce sera encore plus the place to be l'année prochaine et dans les années à venir ? Absolument. L'un des critères les plus importants dans la vie de quartier, ce sont les commerces évidemment, et en la matière, Blois-Vienne est un petit paradis. Boutique bio, petits restos, salon de coiffure, boulangerie, bar tabac, maison de la presse, il y a tout, même un théâtre et une ressourcerie. Et c'est chez un commerçant incontournable que l'équipe d'Émilie a rendez-vous, la charcuterie Bigre. Bonjour. Bonjour Émilie. Ah, ils sont là, les fameux Arnaud, Émilie, c'est ça? Tout à fait. Salut à tous les deux. Enchanté. Enchanté. Je suis ravie de venir là parce que vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui nous ont parlé de votre charcuterie pendant qu'on a commencé à travailler sur cette émission. Du coup, on veut tout savoir. Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger chez vous? C'est quoi les spécialités? On est une charcuterie, donc on fait plein de réalisations de viande de porc. Ouais. Notre principal article, c'est le jambon blanc, c'est ce qu'on vend le plus. Voilà, Médaille d'or. On a eu un prix l'année dernière pour notre jambon, donc c'est à peu près ça. Le best-seller, c'est ça? Notre best-seller, ouais. Puis après, en fonction des saisons, ça va être les bouches à la reine, ça va être des boudins blancs qu'on fait l'hiver plutôt avec nos amis de la Guilbardière pour le lait, et puis Anne Lamy pour ses œufs, voilà. Ah oui, donc vous connaissez les copains par les prénoms, voilà, tout ça, on s'entend bien, tout se passe bien. Et puis après, les pâtes et croûtes, et puis nos plats traiteurs au quotidien pour les gens du quartier, quoi. Bien sûr. Alors, le quartier, je sais qu'il a été impacté parce qu'il y a eu le Covid, bien sûr, mais pire que le Covid pour les commerçants, ici, à Blois-Vienne, il y a eu les travaux. Alors oui, les travaux, alors ils ont eu lieu l'année d'après mon installation, mais à vrai dire... C'était long, il paraît, c'était dur. C'était long, mais ça nous a été quand même plutôt favorable. En plus, l'avenue Wilson, elle était un petit peu 100% voiture et puis très bétonnée. Et puis là, bon voilà, elle a repris vie, les piétons, les cyclistes reviennent. On a eu des places de stationnement en plus, donc c'est vachement plus pratique pour les gens pour se garer et tout. Donc pour nous, c'est plutôt une super satisfaction d'avoir cette belle avenue et puis notre belle vitrine maintenant qu'on a refaite dans la foulée. Donc bilan cool. Vous, je crois que vous êtes un ancien banquier. Oui, personne n'est parfait. Et votre femme, Émilie, qu'on a croisée, une ancienne de la Sécu. Qu'est-ce qui vous amène dans les métiers de bouche comme ça? En fait, c'est plus Émilie qui a fait la plus grosse reconversion parce que moi, à la base, j'ai une formation dans l'alimentaire. Donc c'est plutôt la banque qui a été l'accident. J'ai fait une longue carrière, mais bon, voilà. Et on revient dans le droit chemin. Et je suis revenu dans le droit chemin. Et Émilie, effectivement, était dans le secteur administratif. Et elle, pour le coup, a vraiment changé de... m'a rejoint. Je ne vais pas demander, mais elle m'a suivi. Et ça a l'air de bien se passer puisqu'elle est toujours là. Et on termine avec
comme toujours hein, chez nous, avec un banquet gaulois. Quand on termine une émission, on aime bien savoir ça. C'est le Val-de-Loire. Hein. C'est comme ça, on est des épicuriens. Qu'est-ce que je peux rapporter pour le pot ce soir quand on va se retrouver avec toute l'équipe de tournage? Ce qui peut changer un petit peu, en plus il fait beau, il faut quelque chose de froid. Donc là, on a fait un beau pâté croûte. Ça va être que le quartier Vienne, c'est un peu, voilà, si on pouvait couper les ponts et puis vivre en autonomie, je pense qu'on pourrait le faire. Donc on a un beau pâté croûte à base de canard, d'angle de porc, il y a des poires confites dedans. Parfait. Du foie gras. Allez. Donc on pourra partir là-dessus. Je pense que ça on pourrait était être sympa. 2-3 tranches. Eh ben ça marche, on va faire ça tout de suite. Et alors un dernier truc, qu'est-ce que je peux apporter à boire avec le pâté? Qu'est-ce qui va bien avec? C'est pas trop ma partie. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller voir Laetitia à la cave des affranchis. Ok. Voilà. Je viens de ta part? Ouais, tu peux venir de notre part, il n'y a aucun souci à pouvoir te conseiller sur les vins. Elle est vraiment au top par rapport à nous. C'est plus le cochon. Oui, j'imagine que c'est plus le cochon. Bon, bah, merci à tous les deux. Merci beaucoup, bonne continuation. Au revoir. Voilà. Ah oui, bonjour Laetitia. Donc, de TV Tour Val-de-Loire, on arrive de chez Arnaud Bigre qui nous a vendu son pâté croûte formidable. Qu'est-ce qu'on peut, après qu'on ait bu notre petit coup, qu'est-ce qu'on peut rapporter de bon chez vous pour l'apéro de fin de tournage? Je vais vous proposer un cheverny rouge du domaine Hervé Villemade, qui a l'avantage d'être mon associé, je ne suis pas très objective. Ah, c'est ça, bah oui, mais dans les bons coups, c'est bien. C'est un cheverny rouge qui ira très bien parce qu'il y a beaucoup de fraîcheur dans son millésime 2020. Et ça marche bien avec le pâté ça d'Arnaud. marchera très très bien avec le pâté d'Arnaud, qui est délicieux. Oui, c'est vrai qu'il est délicieux. Je vais vous chercher ça. Super. Et en attendant, on boit quoi? Du cheverny blanc de chez Philippe Tessier. Un autre local. Du coin. Ouais. Et voilà la bouteille que je vous propose pour accompagner le pâté croûte de Arnaud. Donc ça, c'est la bouteille Les Ardilles 2020. Merci beaucoup, chère Laetitia. Avec plaisir. Nous, on trinque. Je sais pas où vous en êtes, vous, l'équipe de Valérie, mais pour nous, ça se passe pas trop mal. On vous envoie un petit verre. C'est vraiment un endroit très atypique, l'être. Mais alors du coup, on est dans un être. Mais c'est quoi un être? Expliquez-moi un petit peu à quoi ça servait. Un être, c'est un cimetière à galerie. Alors quand on regarde comme ça, on a l'impression d'être dans un cloître. C'est souvent la confusion revient souvent. Mais ici, il n'y a jamais eu d'activité monastique. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de prière particulière de moines. Et c'était finalement un cimetière dans lequel on enterrait dans la partie centrale. Et lorsque les corps étaient décomposés, on déterrait les os et on venait les entreposer sous les galeries qui servaient d'ossuaires. Et du coup, vous qui êtes nouvelle responsable de la ville, du label Arrêt d'Histoire, vous voulez mettre ce lieu en valeur. Pourquoi? Pour faire le lien, le pendant avec le château, pour dire que Blois, ce n'est pas que le château? Parce que ça vaut le coup, non? Vous ne trouvez pas ici? Qu'est-ce qui vous plaît ici? Qu'est-ce qu'il faut mettre en valeur? C'est vrai que c'est chouette de pouvoir faire en sorte que les visiteurs traversent le fleuve, parce que c'est quelque chose qui peut poser parfois problème. On a tendance à rester à découvrir Blois sur la rive droite, mais finalement sur la rive gauche, il y a aussi tout plein de richesses, dont cet être. Cet être et cette collection, parce qu'il y a l'être et puis il y a ce qu'il a. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont toutes ces pierres finalement autour de nous? Alors toutes ces pierres sont donc ce qu'on appelle une collection lapidaire et qui finalement racontent l'histoire de la ville à leur manière, puisqu'on a des éléments qui sont issus de bâtiments qui n'existent plus pour certains dans la ville de Blois. Il y a des hôtels particuliers, une ancienne abbaye, et dont on a quelques éléments remarquables qui ont été entreposés ici pour la très grande partie de la collection après la Seconde Guerre mondiale. C'est le docteur Le Sueur, qui était alors conservateur du château, qui a été récupéré dans les débris de la collection ces pierres qu'il a ensuite entreposées à l'être Saint-Saturnin. Et qui reposent un peu aujourd'hui comme... Alors on aimerait bien pouvoir dynamiser un peu cette collection, la présenter avec davantage de médiation pour qu'elle soit plus lisible pour le public. On y travaille.
Il y a en ce moment un récollement qui est en cours. Donc une jeune stagiaire qui prend en charge la totalité de la collection, qui regarde l'ensemble des pièces et qui vérifie qu'elles sont bien toujours présentes et dans quel état elles sont. Là, on se rend compte qu'on est vraiment juste en face de l'église. C'était par rapport à la fonction première de l'être. Mais expliquez-nous un petit peu, l'être a eu en fait différentes fonctions au fil des siècles. Oui, exactement. Donc les convois funéraires passaient directement là. Et en fait, ça a fonctionné comme un cimetière jusqu'à la Révolution. Et c'est racheté par l'hôpital général, qui est un bâtiment qui se trouvait juste à côté, qui le transforme, donc qui transforme l'être en buanderie séchoir. En buanderie. Voilà. Et on en voit des traces. Exactement. Voilà, donc on a une photo avec la présence d'une énorme cuve à cet endroit-là, avec des installations pour les systèmes pour faire s'écouler l'eau. Et il y a d'autres traces qui sont visibles. Oui, de cette... exactement. Donc on a aussi la photo montre qu'ici se trouvait une cloison et l'usage a fait qu'on a fermé, on a bouché ces deux ouvertures-là. En revanche, on en a aperçu une autre. Par là. Qui allait du coup à l'hôpital. Voilà, alors qui empruntait un autre chemin pour aller à l'hôpital, parce qu'on n'était pas connectés directement, mais donc on voit très bien à cet endroit-là la porte qui a été rebouchée aujourd'hui, mais donc qui a été percée au 19e siècle. Et là derrière, c'était l'hôpital, mais maintenant c'est Fleur de Loire. Alors c'est un petit passage qui permet d'accéder à Fleur de Loire, donc à l'hôpital général de l'époque et à ce qui est devenu aujourd'hui Fleur de Loire. Et quel est l'avenir pour demain, pour l'être? Qu'est-ce qui se prépare pour ce lieu? Mais on a reçu donc, une étude de diagnostic au mois de septembre qui fait état des travaux de restauration qui permettraient d'entretenir et même de restaurer correctement le lieu. Et on est en recherche au niveau de la mairie de financement. On attend des réponses pour ça. Et c'est un lieu qui se visite de temps en temps? À quel moment on peut venir le voir? Alors, on peut venir le voir pendant les journées du patrimoine et on peut venir le voir grâce à l'action de bénévoles d'une association de protection du patrimoine qui s'appelle les Amis du Vieux-Blois, qui ouvre une fois par semaine pendant la haute saison. Leur calendrier est disponible sur la porte, par exemple, et c'est les samedis et les dimanches en règle générale. Alors Marilène, toi qui es une fan et une habitante du quartier depuis longtemps, qu'est-ce qu'il y a à faire ici de super? Qu'est-ce que tu me conseilles? Alors quelque chose de vraiment très sympa à faire, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, qui peut se faire en famille, à pied, à vélo, ça s'appelle la balade des 3 ponts. Ah c'est ça la balade des 3 ponts, on est là, on est sur la Loire à vélo aussi. C'est ça, c'est aussi le parcours de la Loire à vélo. Et alors toi, tu habites là depuis longtemps. C'est quoi la vie quotidienne? Elle ressemble à quoi dans ce quartier? C'est très chouette parce qu'en fait, on peut tout faire à pied. On est à 10 minutes à pied de la forêt, 10 minutes à pied du centre-ville. C'est hyper bien desservi, donc on peut aller en navette gratuite jusqu'à la bibliothèque. Et en fait, les enfants sont hyper autonomes. Ah bah oui, bien sûr. L'école, l'école, le collège, tout à pied, en vélo. Très bien, puis c'est le quartier sportif aussi, je crois. Oui, on a vraiment beaucoup de chance parce qu'entre la piscine aglo, qui permet à nos enfants de l'école justement d'apprendre à nager. D'apprendre à nager, bien sûr. La JB tennis, l'anneau cycliste, il y a aussi le gymnase Raymond Eklund avec plein d'activités sportives de proposer. Et puis aussi, il y a plein de loisirs, je crois, il y a des associations. Ah oui, la LCV par exemple, si tu veux, je t'emmène. Ah bah on y va. Allez. Salut! Salut! Bah tu vois, on se baladait avec Marilène, elle m'avait dit qu'en passant devant chez toi, tu serais sûrement là. C'est quoi ici? C'est la LCV, c'est ça? Mais alors qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben, comme c'est bientôt les vacances scolaires, on est en train de préparer le centre de loisirs, puisqu'on est une des rares maisons de quartier encore à faire centre de loisirs. Ah, donc l'été, les enfants vont débarquer. Exactement. C'est ça. Vous faites quoi d'autre ici? On a plein d'activités, on fait des concerts aussi pour enfants, des spectacles pour enfants qu'on essaie de relancer dans le quartier. Et puis plein d'autres choses. Oui, il y a plein de choses, parce que je crois, Marlène, tu me disais que ta maman fait de la danse ici parfois, c'est ça? Exactement, ouais. On fait de la danse, et du théâtre aussi, on a de la poterie également, tout ce que peut faire une maison de quartier pour tous les âges en fait.
Pour tous les âges. Il y a des nouveautés aussi, je crois. Exactement. On va se lancer dans la K-pop. Ah, la K-pop. Très bien. La pop coréenne. Alors, Toi, tu vas danser et tout. Pas du tout, il n'y aura pas de démonstration. Non, c'est pas moi qui vais m'en occuper. Il y aura une association qui se lance. Exactement, c'est des jeunes étudiantes qui se lancent dans l'associatif pour initier les jeunes et les moins jeunes au K-pop. Super. Et ça peut être fait à la LCV. Exactement. Qui prête des salles. Bon, bah c'est cool. Je vous laisse parce que je crois que vous êtes assez copains. Moi, je file parce qu'on a rendez-vous quand même pour le pot de fin de tournage. Marilène, merci. À bientôt. Et puis, salut. Eh ben salut, à bientôt. Ah bah t'es déjà là, toi. Eh oui, on a fini. Vous avez fini? Oui. Ah, trop bien, oui, ils sont là-bas avec l'équipe. Et du coup, c'est quoi, c'est un marché ici? En fait, tous les vendredis, il y a un petit marché de 16h à 20h. Et ici, juste au bout du pont, voilà, avec quelques producteurs locaux. Et je suis contente de voir Masato parce que c'est un collègue d'Harry chez qui on était tout à l'heure. Ah ouais. Et il a aussi de super produits, donc j'en profite. Regarde ça. Je me sers. Aubergine de dingo. Bon, tu fais tes petites courses et puis on se retrouve au pot juste à côté. Ça marche, à tout de suite. Bon alors, ça vous a plu cette petite journée? Ouais, c'était génial. Nous aussi, on a adoré. Ouais. Franchement, tout le monde a adoré. T'as trop bien fait de venir nous faire venir ici. Vous avez bien fait de venir. Et attention, 1, 2, 3, vive Vienne!